Hello les Tata, bienvenue dans votre émission C'est à fait nous. Il y a 10 ans que mon invité a posé ses valises en Martinique. Les premiers temps n'ont pas été simples sur une île dont elle découvrait la culture, au point qu'elle faillit en repartir. Mais fuir une situation complexe, ce n'est pas dans son tempérament. Elle, dont la vocation est d'aider les familles à surmonter la douleur d'une disparition, elle s'est accrochée en pensant fortement à sa mère, qui vécut dans ses tripes une révolution historique, et à son père, l'un des pionniers de la cuisine française en Amérique centrale. 10 ans après, elle est plus que jamais installée en Martinique. Bonsoir Virginie Duranton. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Très heureux de vous recevoir dans cette émission. Alors, on va le voir, vous avez un parcours de vie qui n'est pas commun, même si vous réfutez un petit peu le terme atypique. Comment est-ce qu'on peut qualifier votre métier? Parce qu'il est important qu'on sache ce que vous faites. Alors, je suis conseiller funéraire et maître de cérémonie omniculte. Je suis en charge de l'organisation des funérailles pour les familles qui ont besoin de mettre en place l'ensemble des démarches, formalités administratives, mais également je suis amenée à les accompagner le jour des funérailles et parfois même à officier. Alors déjà, on peut dire que ce n'est pas un métier commun, Non, vous le considérez. Est-ce que c'est votre parcours de vie, dont on va parler tout de suite, qui vous a conduite à épouser, je dirais, ce destin? Non, je pense pas. Je dis souvent, on n'est pas des élus, mais parfois on a une mission. Je crois que la mienne, c'est celle-ci. J'avais une quinzaine d'années, j'étais au cimetière, j'ai senti que vraiment, il était possible de gagner sa vie tout en étant utile. Alors, souvent, on dit, ah oui, mais le funéraire, l'argent, donc... Non, je crois que c'est surtout une conviction profonde de l'importance de faire les choses comme il se doit, au moment où il faut. Mais on va commencer par votre parcours de vie. Moi, je maintiens qu'il est particulier. Vous utilisez atypique. Oui, tout à fait. C'est la rubrique Kimounouye. Alors Virginie, vous êtes une Martiniquaise d'adoption, vous n'avez pas d'origine martiniquaise. Du tout. Et vous êtes ici depuis une dizaine d'années. Ouais. Alors vos origines sont dans la grande région Amérique latine-Caraïbe. Ouais. Alors racontez-nous en quelques Alors, mots. ma mère est du Nicaragua, donc je suis métisse. Mon père disait que j'étais une sans mêlée. C'est peut-être pour ça que je suis aussi à l'aise à la Martinique. Et votre mère, on va la découvrir tout de suite en photo d'ailleurs. Une très belle photo d'époque que vous avez derrière moi. Ah oui, voilà, ça y est. Oui, ma mère, elle avait entre 15 et 16 ans, je crois, 16 ans peut-être. Et donc ma mère est du Nicaragua. Ma mère, elle, oui, a un parcours puissant, marqué par les troubles qui ont soulevé son pays. C'est une femme d'engagement, une femme de conviction au caractère bien trempé comme les femmes de son pays. Elle s'appelle Reina. Reina Argentina Olivas Chavarria. Voilà. Donc oui, c'est la reine de notre tribu, de notre famille. C'est vraiment le poteau mi-temps de cette famille et une volonté d'acier chevillée au corps qu'elle nous a transmis. Et votre papa, on va le découvrir lui aussi en photo, lui est français. Oui, alors mon père est français, mon père est de Toulouse. Mon père était chef cuisinier. Ça se voit d'ailleurs. Voilà, maître saucier. Et c'est un homme qui venait lui aussi d'une famille très, très simple, humble, mais qui avait de hautes ambitions et qui a souhaité voyager. Et il atterrit en Amérique latine parce que son premier amour, à la fin de la guerre, est parti au Costa Rica. Et après son premier divorce, puisque mon père était aimé des femmes qui ont jalonné sa vie. Et voilà comment il s'est retrouvé en Amérique centrale. Voilà, il est allé rejoindre son amour de jeunesse au Costa Rica. Et de là, il a monté des restaurants, notamment le premier restaurant français au Nicaragua, qui s'appelait Le Petit Paris. Voilà. Petit Paris. Le Petit Paris. On va reparler de lui dans un instant. On va vous retrouver là avec maman, maman et votre sœur. Avec le petit cœur. Oui, effectivement. Donc ma mère et Élise, ma sœur aînée, et elle est jolie cette photo. Je voulais la partager avec vous parce qu'elle est vraiment révélatrice de la protection intergénérationnelle qui se fait chez nous. Voilà, la mère, la première fille. Élise est née à Managua.
Moi, je suis née à Toulouse, mais voilà, Toulouse, qui est le pays d'origine, enfin, la de ville mon père. d'origine de votre Voilà, papa. de mon père. Voilà. Moi, je Ouais. suis née à Toulouse, mais Élise est née à Managua et puis Rennes. Voilà. Donc, on voit les protections. Aujourd'hui, on pourrait rajouter ma fille, ma nièce, la sœur d'Élise qui est décédée. Voilà, de génération en génération, on se suit. C'est pour ça que je voulais que vous ayez cette photo. On va retrouver votre papa sur une photo que vous aimez beaucoup, d'ailleurs. Je trouve qu'il ressemble absolument aux hommes de son temps sur cette photo. Un sourire à faire tomber les femmes. Voilà, il aimait les femmes. Mon père, ça a été sa faiblesse. Elles le lui ont bien rendu, je crois. Mais voilà, un homme de son temps. On va vous retrouver avec avec lui, pardon, sur la photo suivante. Là, vous aviez quoi, 2 ans à peine? Oh, même pas, même pas. J'étais un très gros bébé. Je faisais plus de 5 kilos à la naissance, donc j'étais vraiment un gros bébé. Je suis la dernière, voilà, la dernière, le bâton de vieillesse. Toujours été facile d'être la dernière d'une tribu comme ça, où voilà, mon père voulait un garçon à tout prix, et puis finalement c'était encore une fille. Donc j'ai eu vraiment un formatage à la garçonne. Et puis j'ai fait les mêmes écoles que papa, j'ai fait l'école hôtelière de Toulouse, j'ai voyagé dans les mêmes pays que papa, j'ai travaillé quasiment dans les mêmes restaurants aussi. Donc voilà, c'était inspirant. Vos Complexe, mais inspirant. vos parents vous ont raconté leur rencontre? Oui. Oui. Alors mes parents se sont rencontrés là où on paye l'électricité. C'est pas EDF, mais voilà, ma mère a 20 ans de moins que papa. Papa, donc, qui était déjà au Nicaragua avec donc, son amour de jeunesse qu'il avait retrouvé. Et il est allé payer l'électricité un matin, et puis là, il est tombé en amour de son indienne, et ça a vraiment été un coup de foudre. Donc, pour la petite histoire, il l'a abordé en lui demandant de donner des cours d'espagnol, parce qu'il n'était pas très à l'aise avec ça, et puis le charme a opéré. Ouais. Voilà. Alors, une photo que vous aimez beaucoup, on a compris, puisque vous avez parlé effectivement du décès d'Élise, qui ne date pas de très longtemps, mais cette photo, elle est très symbolique pour vous. Ah, je la trouve superbe. Je trouve que cette photo raconte vraiment l'origine de notre famille, cet attachement à la terre. Vous voyez bien que voilà, Élise Montacru, on voit, même si la photo est un peu ancienne, en sépia, on voit le regard affirmé déjà. Élise, c'est une indienne. Elle avait les cheveux lisses, un regard, voilà. Et puis toujours voilà, cette protection de la petite. Quoi. Vous avez 9 ans d'écart, c'est ça? Oui, un petit peu moins de 9 ans. Et Élise est décédée il y a 2 ans et demi d'un cancer du pancréas. Donc ça a été quelque chose de très, très brutal, très violent, qui nous a arraché l'âme, et qui nous a confrontés aussi à toute cette histoire familiale complexe qu'il a fallu affronter, et puis peut-être un peu nettoyer. Et puis aussi, vous a mise complètement dans la réalité du métier que vous pratiquez, parce que là, c'est vous que vous deviez accompagner, votre maman. C'est ça. Je me suis occupée des funérailles de mon père aussi il y a plus de 10 ans, 11 ans maintenant. Je fais un peu figure d'extraterrestre dans ma famille, qui considère que, enfin, voilà, on peut pas enterrer des gens comme ça sans être forcément impacté. C'est pas parce qu'on fait les choses comme il se doit que ça nous impacte pas. Et pour Élise, j'ai pas eu à célébrer les funérailles ou quoi que ce soit, mais vraiment plus à mettre l'accent sur le bon ordre, les réconciliations à faire au sein d'une famille qui a été malmenée par la vie, le temps, l'histoire aussi. On va retrouver Virginie, petite, sur cette photo. Toujours la star. Près d'un lac, apparemment. Oui, cette photo, c'était une journée. Les journées de cohésion familiale étaient rares. Mes parents étaient des gens qui s'adoraient, qui s'aimaient passionnément. Et dans passion, il y a forcément de la douleur. Donc, des gens très occupés. Voilà, la restauration, comme elle se pratiquait avant, ne laissait pas ou peu de place à la vie familiale. Donc ça, c'était une journée au-dessus de Luchon. Voilà, mon père avait mis une bouteille de vin à refroidir dans ce lac qui était parti, et ça m'avait beaucoup fait rire. Voilà, oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas vécu au Nicaragua, vous avez vécu au Honduras. Voilà, ouais.
Et vous avez surtout, après, fait votre vie dans l'Hexagone avant de C'est rejoindre ça. la En fait, Martinique. on a beaucoup navigué entre les deux continents. Euh, donc, Élise est née à Managua, et puis mon père avait la bougeotte. Donc, dès que, ça y est, il était nostalgique du froid, de sa famille, allez hop, en 2 mois, tout était plié, Ouais. vendu, il fallait repartir, les valises à la main, se réinstaller. Et ma mère, je crois que ma mère était fatiguée de ces mouvements perpétuels. Et je vous l'ai dit, mon père était en garnement, hein, donc... Ouais. Voilà, j'ai été conçue un peu pour sacraliser cette union, cet amour. Et puis, pas de bol, c'est encore une fille. Et puis, donc, on est reparti. On est resté jusqu'en 86-87, Ouais. quand il y a eu la guerre civile qui a embrasé l'Amérique centrale. On est reparti. Puis après, on a passé plusieurs mois avec ma mère dans les années 90. Voilà, je crois que voilà, c'était encore un trouble familial. Ouais. Et on va retrouver papa et ses filles. Ouais, voilà, cette fameuse journée qui est Ouais. restée vraiment importante pour nous, quoi. Ben, d'ailleurs, vous voyez bien, voilà, on a toujours voilà, ces enfants et puis Élise, toujours ce regard très, très acéré, alors que c'était un pain doux, comme on dit ici. Et puis une photo qui va nous permettre de reparler de vos parents. Donc 20 ans d'écart, vous disiez C'est ça. quasiment. Ouais. 20 ans d'écart, 27 ans de mariage. Des cultures très différentes aussi. Oui, alors, voilà, mon père était très engagé pendant la guerre. Voilà, famille de résistants, grande famille de résistants. Mon père était jeune, mais voilà, était engagé dans la résistance, notamment au maquis de Saint-Lys, près de Toulouse. Et puis ma mère est du Nicaragua. Et forcément, son grand frère était le mécanicien pilote de Somoza, le dirigeant en place, on va dire. Et son petit frère, lui, était véritablement un révolutionnaire sandiniste. Donc c'est une famille qui a été déchirée par la guerre civile. Ma mère, on doit l'avouer, a un positionnement un peu trouble. Mais voilà, on sait que l'action a été menée, effectivement. On va regarder une vidéo, plutôt on va écouter une chanson filmée, et puis on en reparle en plateau après. Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangen, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Voilà, Nicaragua, Nicaragüita, c'est l'hymne du Nicaragua, on peut le dire. C'est la chanson c'est la emblématique chanson, voilà. de tout ce mouvement populaire, de ce soulèvement contestataire d'une population qui aime sa terre, qui aime son pays, mais qui ne supporte plus l'oppression d'un seul. Ouais. Donc, oui. Donc chanté par Carlos Mejía Godoy, Voilà, c'est Carlos Mejía Godoy. C'est vraiment le chanteur phare des gens de cette terre. Il est de Palacawin, la famille de ma mère, donc ma famille est de cette région, Matagalpa. Le Nicaragua, c'est vraiment le pays le plus sûr d'Amérique centrale, et pourtant, c'est le deuxième pays le plus pauvre. Ouais. Et le paradoxe, voilà. c'est que le président actuel, Daniel Ortega, faisait partie de ce mouvement. C'était l'un des chefs de file de la révolution sandiniste. Exactement, voilà. Un mouvement révolutionnaire aujourd'hui. Est considéré comme un dictateur, quoi. Alors, le monde le qualifie comme tel. Et je discutais avant l'émission avec ma mère. Je lui disais, et toi, aujourd'hui, qu'en penses-tu? Donc ma mère va rester dans une neutralité On va la retrouver policée. d'ailleurs, votre maman, avec 2 photos à quelques années d'intervalle, mais
qui symbolise aussi un petit peu la femme qu'elle est. Oui, ma mère, c'est une femme de son temps aussi, avec les engagements politiques qu'elle a, avec son amour du Nicaragua, mais son amour de la France aussi. Ouais. Ma mère a acquis la nationalité française et c'est une grande fierté pour elle aussi. Donc elle a des origines amérindiennes. Ah oui, oui, oui. Alors, Ça se voit, d'ailleurs. mon grand-père fait partie des Miskitos. Oui, enfin voilà, on voit qu'ils sont typés. Et pourtant, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère sont très blanches parce qu'elles sont plutôt du côté irlandais. Donc, c'est en ça qu'il y a ce parallèle avec les Antilles, avec la Martinique. Ouais. C'est vraiment ce métissage, cette mixité de peuples qui font les gens forts. Voilà, les gens forts. On va retrouver un autre portrait qui, lui, est vraiment emblématique de la lutte nicaraguayenne et notamment de la place des femmes dans cette révolution. C'est ça. Ma mère m'a dit, tu ne peux pas parler du Nicaragua, parler dans cette émission sans parler de la place des femmes dans ce mouvement populaire. Les femmes ont été meurtries, malmenées, vraiment. Il y a des exactions qui ont été commises absolument épouvantables. On sait bien que la faiblesse d'un peuple passe par la femme, hein, mais en même temps, voilà, on peut être femme et révolutionnaire, c'est vraiment ce que symbolise. Et puis elle est extraordinaire, cette photo. Elle a eu un succès international. Et ce sourire, voilà, ce sourire. Une autre femme, elle aussi avec un joli sourire, qui a été, qui est aujourd'hui dans votre chair toujours, hein, clairement. Ah oui, Élise. Élise était une donc votre grande sœur. Voilà, ma grande sœur. Élise était extrêmement belle. Vous le voyez, des cheveux très longs, très noirs. C'est un peu la caricature de l'indienne, comme on voit dans les films. Moi, souvent, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi Élise était si typée et moi, finalement, si claire. Et mon père disait que Élise, on l'avait trouvée dans un sac de charbon et moi, au bord de la Garonne. Mais voilà, Élise a été Miss et là, ça commence... Au Honduras. Voilà, au Honduras. Là, ça commence à bouger, vraiment, dans l'Amérique latine. Et je commence à entendre mes parents disputer encore, mais ma mère dire, bon, il faut partir maintenant, il faut partir maintenant. Et mon père n'a pas eu la sagesse d'écouter la femme de ce pays et puis les troupes sont arrivées après. Ouais. On va retrouver maintenant la Virginie, la petite Virginie, mais déjà au caractère bien affirmé. Oui, celle-ci aussi, ma mère a dit, non, il la faut, celle-ci. Donc voilà, ma mère a fait une sélection quand même assez importante. Là, on est à Toulouse, là Non, là, on est au ranch, la propriété où nous vivions. C'est un ranch au bord de la rivière. Au Honduras, Los Robles, je crois que c'était. Voilà, j'étais rarement satisfaite de ce qui se passait. J'ai souvent souffert de cette impuissance de l'enfance à changer les choses. Mais ça a été la fin de cette période dorée a été très 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 violente puisque voilà, la guerre civile est arrivée du jour au lendemain. La révolte a été là. Voilà, mon père est parti avec $50 en poche. Hein, vous imaginez bien une grande propriété comme ça. Ma mère a été obligée de vendre tout ce qu'il y avait comme bien au marché indien pour continuer à payer les employés dont elle était responsable. Voilà, les militaires sont venus, mais comme les enfants étaient français, enfin bon, voilà, la guerre finalement. Et il m'a fallu attendre d'être adulte, d'avoir une trentaine d'années pour comprendre que ce que mes parents appelaient poliment les troubles, en fait, c'était la guerre. Voilà. Comment s'est passée l'adolescence ? On va retrouver cette photo où on vous voit, jeune adolescent. Ouais. Compliqué. Mais je crois que l'adolescence est une période compliquée. Encore plus quand on est de nulle part. Là, quand vous j'étais étiez enfant, encore au Honduras ou... Je ne sais plus trop. Vraiment, je mentirais en me disant que je sais chronologiquement où elle est. Mais oui, quand j'étais en Amérique latine, j'étais souvent trop claire, sûrement la fille d'un gringo, donc bon, pas très appréciée. Quand nous sommes rentrés dans le sud de la France, j'étais trop typée, sûrement d'Afrique du Nord. Donc vous voyez, pas très appréciée aussi. Je crois que c'est ce qui a fait l'importance de mon attachement à la Martinique. C'est qu'ici, justement, ce métissage, cette mixité, on peut être d'ailleurs et se sentir ici.
On va retrouver votre Elle est sympa, maman, cette photo. omniprésente dans cette première partie d'émission, Ouais. avec là, je crois, son second mari. Tout à fait. Alors, Michel, Également un Français, décidément. bah oui, bah, en même temps, elle a passé 40 ans en France. ouais. Donc, Michel est un ami de la famille. Hein. Donc, mes parents, au bout de 27 ou 28 ans de mariage tumultueux, ont enfin décidé de divorcer pour notre grand soulagement à tous, finalement. Et c'est à partir du divorce qu'ils sont restés amis. Finalement, vous voyez, des fois, parfois. Et Michel a eu toujours un rôle très, très important dans ma vie, avec sa première compagne aussi. Et la vie quand même est surprenante. Michel a épousé ma mère. Et quelque temps après, Michel m'a demandé si je voulais bien être sa fille. Et donc, Michel m'a adoptée en la forme simple. Et pour moi, c'est vraiment un honneur immense, parce que c'est un homme bon, généreux, qui est lui aussi cuisinier. Lui aussi cuisinier, vous voyez. Et mon dernier est cuisinier aussi. Donc, voilà, j'ai 2 pères, voilà, et je le porte avec vraiment beaucoup de fierté. Je regrette de ne pas être suffisamment amenée à revenir en France pour pouvoir être près de lui, parce que voilà, le temps passe, l'âge est là, mais c'est un homme extraordinairement bon qui n'a fait que du bien à ma famille. Voilà. La musique est omniprésente dans votre vie. On va découvrir une autre vidéo. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Voilà la bande originale, le générique même du film Desperado, avec cette chanson mariachi. Ah ben, les mariachis, c'est le fil conducteur de la musique. Ah oui, là, c'est plutôt le Mexique. C'est vraiment la fête, voilà, el tequila. Ça, c'est vraiment une chanson que mes amis les plus proches ont même fini par apprendre pour, voilà. Et mes enfants savent que ça, c'est la chanson. C'est la chanson de maman, ça. Il y a une autre région du monde, une autre ville de France, en l'occurrence, qui a beaucoup compté pour vous. On va retrouver cette photo. Je pense que les amateurs de football vont forcément la reconnaître. C'est le stade Vélodrome. Vélodrome, hein. Vélodrome. Marseille, c'est une ville dans laquelle vous avez vécu pendant pas mal de temps. Alors, juste à côté. Juste à côté. Après mon divorce, je suis allée m'installer à Marseille. Enfin, à côté, à Marignane, plus précisément. Je suis entrée dans une agence de pompes funèbres, un peu la Rolls du funéraire, hein, pour cette partie. Une entreprise montée en 1951, faite par des hommes extraordinaires. On va voir une photo tout à l'heure. Ça m'a permis de me réparer, Marseille. J'ai enfin pu exercer la profession que j'ai toujours voulu faire. Vous savez, quand on est au bon endroit, au bon moment. Voilà. Un autre site emblématique, d'ailleurs, c'est Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère. Forcément la Bonne Mère. La Bonne Mère. On dit qu'elle laisse jamais une prière sincère sans réponse. Il m'est arrivé souvent de la prier et ça marche. On n'a pas encore parlé de vos enfants. Vous avez parlé un petit peu du petit dernier qui est cuisinier. On va retrouver une photo là qui est... Ma fille, Camille. Camille Marie Duranton. Alors Camille est mixologue. Hein. Camille est venue avec ses frères quand on s'est installé en Martinique. Ils sont repartis 1 an et demi, 2 ans après. Et puis Camille est revenue il y a 4 ans parce que leur attachement à la Martinique est incontestable. Mais quand on est adolescent et qu'on arrive de Marseille, on a besoin d'un peu plus de liberté, d'infrastructures plus performantes. Donc, et puis elle est revenue, elle a été formée donc, à la mixologie et
elle s'est révélée être excellente. Donc la mixologie, c'est l'association, on va dire, de Voilà, saveurs, voilà, d'alcool. des alcools, Voilà. voilà, elle est barmaid, mixologue, elle est extrêmement douée. Et vraiment, sa compétence se fait dans la composition Ouais. de saveurs. Et elle aime pays. bien le marie-tête martiniquais. Oui. Oui. Bah oui. Ça, sur cette photo. Elle est belle, voilà. elle est belle cette enfant. C'est pas parce que c'est la mienne, même si c'est la plus belle du monde évidemment. Mais on voit aussi là qu'il y a un métissage marqué, prononcé. Et oui, voilà, enfin, elle aime la Martinique et les saveurs locales. Et puis il y a le petit dernier, comme vous dites, Baptiste. voilà, qu'on va retrouver ici, un Oui. air un peu provocateur, un peu arrogant. Voilà, un petit peu. Mais on voit, voilà, lui aussi, hein, c'est un Indien. Il est typé, il est marqué. On n'aura pas de photo du second parce qu'il est beaucoup plus On va le discret. voir tout à l'heure sur une Voilà. autre photo. Mais Mathieu a 21 ans. Baptiste, le 9 mars, là, va fêter 20 ans. Mais Mathieu est plus discret. Puis Mathieu, par contre, est sorti très européen. Il est très blanc, il a les yeux verts. Voilà, ils ont un caractère bien trempé. Mais je suis fière d'être la mère de ces jeunes adultes parce qu'ils sont bons. Ils sont bons et généreux. Vous entendez bien? Oui, je crois. Alors après, je crois que c'est pas simple d'être mon enfant. Je crois que c'est un peu la transmission qui est complexe. Mais c'est des enfants qui sont grands à l'intérieur. Voilà, je suis honorée d'être leur maman. On va terminer la rubrique Kimonoï avec deux vidéos à nouveau, de chansons qui vous ressemblent. On regarde d'abord celle-ci. Fíjala, señores. Que porque te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Vivo igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Cette vidéo, on a senti qu'elle vous faisait vibrer. Ouais, vraiment, j'ai accompagné ma vie par ma mère hein, de chansons qui ont marqué les différentes étapes de ma vie. C'est d'ailleurs comme ça que je fais les accompagnements aussi, des gens qui me confient l'organisation des funérailles. La musique marque les étapes majeures, cruciales. Et El Cigala a une voix qui sort de la terre. Hein. C'est le cri de la terre. Ça peut seulement être bouleversant. Et puis une autre chanson dont vous dites que les paroles vous ressemblent, que vous auriez pu l'écrire, on la regarde. Ah, Dalida. J'ai traversé des nuits et des jours sans sommeil pour en arriver là. J'ai eu chaud sous la pluie et froid en plein soleil pour en arriver là. J'ai parlé à la peur et fait taire le silence. J'ai maquillé les heures, j'ai vendu des dimanches pour en arriver là. Pour en arriver là. Voilà, pour en arriver là. Pour en Ça veut arriver dire là, quoi, Virginie? j'ai trop douté de tout, de moi, de Dieu, de vous. Oui, j'aurais pu écrire cette chanson souvent quand je l'écoute. C'est les jours de pluie intérieure. Mais
Mais finalement, si on s'arrête vraiment à écouter les paroles, oui, il faut du courage pour aller jusqu'au bout de ses convictions, pour mettre en place ce qui est nécessaire, pour être en accord, pour être droit dans ses bottes, pour que, au moment du grand départ, on puisse se dire, finalement, j'ai laissé quoi? Qu'est-ce que je laisse? Voilà. Et puis on termine avec une photo de vous ici, en Martinique, qui symbolise un petit peu votre attache à ce territoire. Je le dis, c'était pas facile au début, on va en reparler tout à l'heure. Elle est solaire, hein, cette photo. Alors bon, pas par moi, mais par les couleurs de ce canot. Oui, on coule pas. On coule pas. Ouais. Voilà, on coule pas, on s'accroche. On continue à parler de la Martinique, c'est la rubrique Matinique. Alors, cette rubrique est traditionnellement consacrée au parcours professionnel. Alors, le vôtre n'a pas eu lieu qu'en Martinique, hein. Il a commencé par la restauration, un peu en digne fille de papa. Oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai moi-même suivi les cours de l'école hôtelière de Toulouse, qui était une école prestigieuse. J'ai travaillé pour les Relais et Châteaux, pour le Nico. J'ai monté le service hôtelier à l'ambassade de France à Mexico, sous l'égide de Dominique Sloan, qui était un entrepreneur au Mexique, justement. J'étais très jeune, il m'a fait confiance, il m'a appris à passer les barrages qui peuvent être faits, surtout quand on est jeune. Oui, donc j'ai commencé par la restauration. Et après, il y a eu, je crois, la mairie de Toulouse. Oui, après j'étais femme d'artisan. Hein, voilà, je montais une entreprise avec le père de mes enfants. On a monté cette entreprise, fait des enfants en même temps. Et puis quand le moment est venu de partir au travail pour m'occuper moi de ma carrière professionnelle, je suis rentrée à la mairie de Toulouse, à l'état civil, naissance, décès, livret de famille. Enfin bon, voilà, ça reste un fil conducteur. Voilà. On a souvent demandé à la professionnelle que je suis, mais si tu devais choisir entre la restauration et le funéraire, en fait, aujourd'hui, je peux dire, je suis les deux, mais sur notre territoire, je vais me consacrer à une action où on a besoin de moi. Voilà. Et vous avez fini par rencontrer votre vocation grâce à cette agence de pompes funèbres à Marseille, c'est ça? Pompe funèbre Grognard à Marignane, Marignane, juste à côté de Marseille. Le directeur, Eric Allaire, a pour ainsi dire sauvé la vie. Hein. Voilà, un divorce, c'est souvent compliqué. C'est paradoxal de parler de sauver la vie quand on parle de pompe C'est pour ça que j'en parle. Parce que vraiment, voilà, un divorce, parfois, c'est compliqué. Voilà, j'étais mère au foyer, femme d'artisan. Voilà, on entame un divorce, c'est compliqué, les enfants sont petits. Et là, vous étiez décidé, il fallait absolument que vous rencontriez cette vocation. Il fallait que je travaille. Et pendant très longtemps, Eric Allaire m'a dit « Ah, viens travailler avec moi ». Et je l'appelle à l'aide, je lui dis « Écoute, j'ai besoin de travailler, là, j'ai les enfants avec moi, j'ai quitté mon mari. 48 heures après, j'étais à l'agence. » Et vraiment, vous savez, cette sensation d'être là où il faut. Vraiment, à la bonne place. À la bonne place. J'ai été formée par des hommes extraordinaires, de valeur, d'un très très grand professionnalisme, d'une exigence qui n'a pas toujours été simple à supporter parce que voilà, c'est des Marseillais, des hommes, et j'étais la seule fille. Mais il s'est dégagé tellement d'amour dans cet accueil, dans cette formation. On a travaillé un nombre d'heures incalculable, mais c'est vraiment là où j'ai compris ce qu'était le service aux familles, où était la priorisation de ce qui doit être, parce qu'on ne peut pas se rater. Un mariage, un baptême, bon, s'il ne fait pas beau, si on s'est raté, on recommence. Des funérailles, non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit à l'erreur. Et j'ai appris j'ai appris mon métier, j'ai appris les fondamentaux, j'ai eu quelques échecs aussi, mais je leur dois la professionnelle que je suis. Et vous avez travaillé avec eux jusqu'à ce que la Martinique vous appelle? Oui, c'est ça. On va retrouver cette photo, vous parliez de votre troisième qui lui est très discret. Donc voilà, on vous retrouve à l'arrivée en Martinique avec vos 3 enfants. C'est ça, c'était un sacré pari. C'était un sacré pari, donc une première fois j'ai refusé, une seconde fois. Puis au final, moi qui ai toujours voyagé. Qui vous a sollicité pour venir Alors ici? c'est la Société des crématoriums de France et de Martinique, puisque moi je travaillais donc
chez Grognard, qui est rattaché à OGF, qui est le numéro 1 de la pompe funèbre en France. Et la Société des crématoriums de France et de Martinique a pensé que je pouvais apporter quelque chose à la Martinique en matière d'accompagnement, pour accompagner la transition culturelle et de l'inhumation vers la crémation. Et je ne me suis pas sentie de réduire le champ de vie de mes enfants au seul périmètre marseillais. Je leur ai souvent dit, on y va, si ça ne va pas, on peut toujours revenir. Voilà. Mais au moins, on saura. Et eux, ils se sont adaptés comment à la ça a été Martinique? compliqué, ça a été compliqué parce que on sortait ils n'avaient pas forcément envie de venir. Voilà, ils étaient bien dans leur environnement. Et puis finalement, maman décide de partir. Quand on arrive ici, on est vraiment catapulté dans d'autres sphères. Il n'y a pas le métro, il n'y a pas le skatepark, il n'y a pas leurs copains. Donc c'est compliqué. Ça a été une des raisons pour lesquelles vous avez failli repartir? Oui, parce qu'au bout d'1 an et demi, mes enfants ont dit non. Enfin, nous, c'est bon, on a vu. On adore la Martinique, mais on ne peut pas vivre là. C'est super pour les vacances, la plage, tout ça, mais il n'y a pas de bus. Enfin non, nous, on veut rentrer. Et au moment de partir, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini ce que j'ai à faire, ce pourquoi on m'a appelée. Et puis moi, je me sens bien. Et puis après tout, les enfants, ils ne sont pas plus à moi qu'à leur père. Et puis si pour eux, c'est important d'être là-bas plus que d'être avec moi, très bien, je leur ai laissé cette liberté, mais ça a été quelque chose de très, très douloureux pour... Ça crée un éclatement dans notre famille. Il a fallu des années pour que, finalement, on s'apaise, même si ça laisse fatalement des traces. Alors, on en revient à votre vocation, celle du funérariat, c'est comme ça qu'on dit? Les métiers du funéraire. Il y a un monsieur qui vous a... qui a été le premier, en fait, à vous faire confiance. C'est ça, monsieur Théodore. On voit les garçons, au fond. Hilaire Théodore, c'est vraiment un grand monsieur. Un grand monsieur, c'est un homme bon, généreux avec son épouse. C'est des gens qui m'ont ouvert les bras et qui m'ont accueilli avec une chaleur extraordinaire. Moi qui, vous leur avez proposé quoi? Je leur ai rien proposé. C'est monsieur Théodore qui m'avait confié l'accompagnement de funérailles d'un enfant et qui a vu l'accompagnement que je pratiquais, qui était inédit, et qui m'a dit « Viens travailler avec moi, j'ai besoin de toi pour instruire aussi mes collaborateurs, parce que c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme il y a 60 ans, c'est ça qu'il faut faire. » Et monsieur Théodore, depuis, me fait confiance. Aujourd'hui, me confie le suivi des services un peu plus difficiles ou plus prestigieux et toutes les démarches et formalités administratives. C'est vraiment... alors on va dire, elle a combien de papa, mais c'est mon papa de Martinique, quoi. Voilà, c'est mon papa de Martinique. Voilà, c'est quelqu'un qui est indiscutablement le pilier de mon action ici. C'est grâce à lui que je peux aussi exercer et vivre de mon travail. Puis il y a eu aussi des moments difficiles, voire dramatiques. Il y a eu ce fait divers tragique qui a coûté la vie à Johan Rakil. Le jour où la foudre est tombée. Ouais. Vous savez, elle est super, cette photo. C'était le roi du selfie. Je crois que tout son entourage a des dizaines et des dizaines de photos comme ça en selfie. C'était vraiment Donc il est le décédé, rituel, quoi. dans Et en un fait, caveau. tout à fait, un matin, Johan est allé ouvrir un caveau à la Joyau et s'est asphyxié à l'intérieur. Ça a été vraiment un événement tragique. Enfin, je vous dis, moi, c'est le jour où la foudre est tombée. C'était novembre 2019. Tout à fait, tout à fait. Et ça a impacté l'ensemble des gens qui travaillent dans le funéraire. Et moi, ça a vraiment provoqué une grosse crise existentielle. J'appelle ça ma crise de foi. J'ai sacrifié énormément de choses pour cette profession. Je me suis investie dans ce territoire au-delà de ce qui est raisonnable. On ne va pas se mentir. Et puis le jour où un soldat tombe, c'est le mien. Ça a été très, très, très violent pour moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour admettre. Et ça a du coup eu des conséquences sur la suite de mon parcours professionnel, puisque presque 2 ans après, enfin 1 an et demi après, j'ai quitté la direction de l'espace funéraire de la Joyau. J'étais directrice adjointe sous la coupe de Gilles Cupit, qui est toujours directeur. Mais vraiment, il fallait que je fasse autrement, autre chose.
Voilà, coupable, mais non, mais pas responsable non plus. Mais si on ne fait rien, si on ne se rebelle pas, on perd le droit de se plaindre. On va retrouver une chanson qui est très souvent jouée lors des cérémonies. Et puis on revient en plateau. Fue mi primer amor, un desengaño más para mi vida, porque yo comprendí que tú a mi corazón no lo querías, ya que no pudo ser, resignación tendré. Así es la vida. Voilà, Daniel Larivière, la sérénade des mélomanes, alors qu'on entend parfois aussi dans les poches en musique, mais qui visiblement a beaucoup de succès lors des cérémonies funéraires. Je vous ai dit, la musique, ça marque les événements heureux, un peu plus tragiques. Voilà, Johan m'a instruit de la musicalité antillaise et en me disant, mais ça c'est un incontournable, il faut que tu connaisses. C'est des reprises, c'est un medley finalement. Voilà, non, c'était important. À tel point même que Gilles Cupit, le directeur, m'a dit, bon écoute, si tu continues après l'accident, si tu continues à pleurer quand on la diffuse, je vais l'enlever de la playlist. Donc il l'a laissé et puis moi j'ai pris les choses en main. Et vous vous êtes facilement adapté à la culture du deuil chez nous. Oui, finalement, ce n'est pas si différent de ce que j'ai toujours connu. Ouais. On n'accompagne pas le deuil, les funérailles, de la même façon qu'à Marseille. Mais finalement, si on regarde bien, on est dans la Caraïbe. Le Nicaragua, le Honduras, c'est la Caraïbe. Donc, oui. Non, ça n'a pas été quelque chose de compliqué. J'ai eu plus de difficultés avec tout ce qui est législation, réglementation funéraire à faire appliquer précisément. Voilà. Mais on termine l'émission avec la rubrique politique. Bon, mais votre politique, on l'a compris, c'est votre engagement. Et votre engagement, c'est notamment l'accompagnement des familles endeuillées. Qu'est-ce qui vous a poussé parce que vous étiez conseillère funéraire, finalement arriver à cet accompagnement-là? Alors, un conseiller funéraire est aussi maître de cérémonie. Le maître de cérémonie, c'est la personne qui accompagne la famille le jour des funérailles. Ouais. Pour ça, il faut être instruit des divers cultes, de la psychologie, sociologie du deuil, pas uniquement du rite et de la religion. Moi, j'étais d'abord spécialisée dans l'accompagnement du deuil d'enfants et pour enfants. Et puis en arrivant ici, oui, effectivement, il y avait des choses à parfaire. Autrefois, on faisait du funéraire parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Les gens qui faisaient du funéraire étaient un peu, alors je dirais pas mal vus, mais bon, mis à part. Et aujourd'hui, c'est une profession qui est vraiment upgrade. Vraiment, on a un diplôme national, on est formé et on est formé aussi à l'accompagnement. Si on prend en considération la psyché, eh bien, du coup, on peut préparer les gens. Souvent, on me demande si c'est pas trop difficile d'être toujours avec des morts. Et moi, je m'occupe des vivants. Moi, je m'occupe de préparer la vie et l'après et de redonner de la dignité à la personne décédée, mais surtout de permettre aux familles qui ont perdu quelqu'un, eh bien, de lui redonner une autre place, de l'aimer autrement et de pouvoir cheminer en ayant toujours cette personne au cœur. On va voir cette coupure de France Antilles qui évoque une cérémonie du souvenir à la Joyaux. C'est à votre initiative? Oui, avec Gilles Cupit. Parce que vous avez eu deux séquences, en fait, on va dire, à la Joyaux. C'est d'abord le crématorium qui vous a fait venir ici. Voilà, après j'ai quitté. Vous êtes parti et vous êtes ensuite revenu avec Gilles Cupit. Et puis voilà, Gilles Cupit m'a dit, écoute, le travail n'est pas fini, il fallait faire le parc mémorial. Donc à l'arrière de la Joyaux, il y a un parc, c'est un site cinéraire, c'est le seul de la Caraïbe, on en discutera plus tard, mais
on a vraiment fait cette cérémonie parce qu'on voulait montrer à la population que la crémation s'inscrit aussi dans la tradition. On fait de la crémation depuis des temps immémoriaux. Non, c'est pas vrai, c'est pas des funérailles de bas étage. Il faut de l'argent. À l'époque, il fallait beaucoup d'argent pour faire des bûchers, parce qu'il fallait du bois. Et aujourd'hui, on sait ce que coûte une crémation. Et pas uniquement ici à la Martinique. On a tendance à dire ah oui, mais la joyau, bah, y a des contraintes, hein, c'est comme tout. Mais cette cérémonie avait été très belle parce que on a eu les sonneurs de Conques, de Lambie. Monsieur Duverger nous a fait l'honneur de venir, voilà, les souffleurs. Vraiment, c'était très joli. On avait installé une case avec toute la symbolique de la case dans la grande salle de cérémonie. Oui. Voilà. Et là, on vous voit sur la photo suivante en maîtresse de cérémonie à la Joyau. C'est un petit peu particulier de parler de maître de cérémonie pour une cérémonie funéraire, ou alors ça a toujours été... Non, ça a toujours été. En fait, le maître de cérémonie, c'est la personne qui va rythmer le parcours de funérailles. Mais je disais, c'est un métier relativement nouveau, parce que pendant longtemps, la cérémonie était, on va dire, entre guillemets, subie. Alors, c'est récent ici. C'est récent ici. Je suis également formatrice en métier du funéraire à Alpha Formation et j'instruis les jeunes de cet accompagnement. Ça se professionnalise. Aujourd'hui, on fait du funéraire, non par dépit, mais par choix. Et à ce titre, on se forme. Donc non, maître de cérémonie, il faut avoir vraiment une large palette musicale, culturelle. Non, c'est pas nouveau. Mais ici, ça vient de s'impulser. Oui. On va vous écouter et vous regarder dans cette petite vidéo. Celui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Il y a un peu de prêtre ou de curé en Virginie Duranton? Non, je crois qu'il y a de la conviction. La période du Covid a été... C'est une bénédiction. Mais il est écrit, inscrit dans les textes, dès lors que vous serez deux, vous serez rassemblés en église. Donc, à partir du moment où on fait partie du même culte, on a reçu les mêmes sacrements, on est rassemblés en église. Et pendant le Covid, s'est posé réellement la question de l'accompagnement. Des tas de gens se sont retrouvés sans possibilité d'avoir les rituels qui leur sont nécessaires pour accéder à cette sérénité du cœur. Des gens qui parfois perdaient plusieurs membres de leur famille. C'est ça, et puis en suivant. Et puis, pendant le Covid, il n'y avait pas de diacre, pas de prêtre. On a vu des cercueils dans des églises fermées. C'était impossible pour moi, dans le cœur de métier et l'accompagnement, de laisser partir les gens sans au moins une bénédiction. Donc, du coup, quand il n'y a pas, il faut faire. Donc, on fait. On regarde une autre vidéo, c'est la dernière de l'émission, c'est ce fameux espace mémorial de la Joyau que vous avez contribué à concevoir. Voilà.
Voilà, donc le parc mémorial de la Joyau, elle est toute fière, Virginie. Oui, parce que c'est vraiment une action que Gilles Cupit et moi avons menée. Je suis honorée de l'avoir assisté dans ça. Gilles Cupit, c'est vraiment c'est un Martiniquais qui a gravi les échelons très vite. Ça montre à quel point il est brillant. Il a une vision extraordinaire de la logistique, de ce qu'il faut apporter aux familles qui viennent à la Joyau. Et la conceptualisation de ce parc mémorial, qui est le seul quand même de la Caraïbe, on a travaillé des heures et des heures, on a essayé, on a recommencé. Est-ce que c'est un moyen, ce type d'espace, de démystifier la mort? Bien sûr. Bien sûr. Justement, on a tendance à voir la mort comme quelque chose de triste, de lugubre, de morbide. Pour nous, le défi, le pari de ce parc, c'était de créer un espace où il y a des bancs, on peut se reposer à l'ombre, il y a des couleurs, on a divisé ce parc. C'est un jardin? C'est un jardin. On l'a vraiment imaginé, conceptualisé comme un jardin, avec des zones de couleurs différentes, et pour que chacun puisse trouver l'apaisement qui lui est nécessaire. Voilà. Il se visite, c'est comme un cimetière, c'est ouvert au public, avec des heures d'ouverture. Non, je pense qu'on peut être fier. Une fiche de présentation de l'association PVAD, pour vivre et accepter son deuil. Donc c'est une association que vous avez montée, entre autres, avec Ralph Signamin. Tout à fait. Le Covid, ça a vraiment remis les choses en question. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de rituel? On s'adapte, on essaie de faire, mais Ralph Signamin a été... On va vous retrouver d'ailleurs avec lui sur la photo suivante. Voilà, Ralph a été vraiment à l'initiative de cette association en disant... non, mais là, il va y avoir des problèmes. Les gens vont être impactés par ce manque de rituel, par le manque d'accompagnement. Et malheureusement, on est dans une société qui ne laisse pas d'espace à l'expression du deuil. Il faut, sous couvert de bienveillance, on subit une grande violence parce qu'il faut être de bonne humeur, il faut passer à autre chose. Et oui, mais finalement, le deuil, c'est de la souffrance et il faut l'accompagner. Donc, pour vivre et accepter son deuil, m'a nommée présidente. Après l'accident de notre ami... Donc, il y a plusieurs entreprises de pompes funèbres qui en sont membres, plus des professionnels. Ça viendra. Je n'ose imaginer que mes confrères ne vont pas être sensibles à l'accompagnement. C'est le cœur de leur métier. Donc, ils vont y venir. Alors, vous savez qu'il y a toujours des résistances au changement. Bon, il y a 60 ans qu'on fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. On ne vit pas son deuil aujourd'hui comme il y a 20 ans ou comme il y a 60 ans. Mais pour vivre et accepter son deuil, c'est vraiment... C'est de l'accompagnement des familles, mais il y a aussi de la formation, il y a aussi des conférences. Il y a une conférence que vous allez donner avec certains membres de l'association. Oui, alors pour vivre et accepter son deuil, c'est vraiment une association qui crée des espaces d'écoute, de libération de la parole, d'accompagnement. Dans le cadre de cette mission de prévention des troubles liés au deuil, des troubles psy liés au deuil, eh bien, on fait des journées, des matinées de prévention au sein d'entreprises. On a également formé les travailleurs sociaux de la CAF. L'UFR est l'un de nos partenaires. L'Office de la culture du Lamentin nous a fait confiance aussi en nous demandant d'accompagner juste avant Noël, parce que c'est une période délicate. Ils nous ont demandé d'accompagner leurs collaborateurs, le Grand Port Maritime aussi. Petit à petit, il y a une prise de conscience sur la nécessité de laisser la place au deuil. Avant, la mort faisait partie de la vie, on veillait les gens à la maison. Aujourd'hui, le rituel funéraire a changé, mais du coup, ça crée des difficultés. Et pour vivre et accepter son deuil, essayer d'accompagner ces gens. On a un groupe de parole qui se tient le vendredi, pour l'instant en distanciel, parce que c'est plus confortable, puis on attend d'avoir nos locaux. Et puis cette conférence, donc il y a une conférence qui est organisée le 20 mars, donc sous l'égide de l'Office de la culture du Lamentin. Donc c'est le 20 mars à 19h dans le hall de la mairie du Lamentin. Et le thème, c'est la mort, le deuil, les rituels funéraires à travers le temps en Martinique. Parce que c'est intéressant, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Oui. Qu'est-ce que les familles vous disent? Parce que pour certaines, elles ont découvert cet accompagnement. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Je ne savais pas que ça existait, mais je ne savais pas qu'on pouvait. Souvent, c'est je ne savais pas. Donc, c'est aussi pour ça que je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau dans cette émission, parce que
Il faut le dire. Voilà, vous n'êtes pas seul. On est là. Souvent, Ralph se moque de moi parce que j'appelle ça la main tendue. Mais à partir du moment où on n'est pas seul à traverser le chagrin, Oui. on peut le vivre. On termine avec une affichette, parce que je crois que c'est aussi une de vos activités. Des casquettes. Oui. Ouais, on est en compétition de casquettes. Ralph Sillamet a plusieurs casquettes et souvent il est un peu taquiné là-dessus. Donc je suis également psychopraticienne. Après l'accident, je me suis retrouvée... L'accident de Johan Raquet. Oui, tout à fait. Je me suis retrouvée vraiment sans accompagnement adapté. Tout ce qui existe pour accompagner le deuil, le chagrin, bah, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Donc, du coup, quand il n'y a pas, il faut faire. Donc, il n'y avait pas un accompagnement thérapeutique spécifique. Donc, du coup, je me suis formée. Et c'est ce qui permet aussi, pour vivre à accepter son deuil, d'avoir Madame Laguerre, qui, elle, est psychologue et qui est rattachée à la Cour, auprès des tribunaux. Et puis moi, qui suis là pour faire les accompagnements collectifs et individuels. Voilà. Ça fait 10 ans que vous êtes, comme je le disais au début, vous avez posé vos valises en Martinique. Le bilan de ces 10 ans pour vous? Oui. La Martinique m'a appris l'endurance. Il faut être endurant. Je disais pas plus tard que ce matin, c'est long 10 ans quand on est seul à essayer. Mais finalement, sur l'échelle du temps, 10 ans, c'est un battement de cils. La Martinique, je l'aime et je crois qu'elle me le rend bien. J'ai appris l'endurance, la patience. Et mon père disait, on est de là où on se sent heureux. Je suis d'ici. Merci beaucoup Virginie Merci à Duranton d'avoir retracé avec nous ce parcours. Alors, les téléspectateurs le jugeront typique ou atypique. En tout cas, votre parcours, c'est le vôtre, c'est le seul, en l'occurrence, de Virginie Duranton. Et puis, on va continuer à vous suivre dans cet accompagnement des familles au deuil, entre autres. Parce qu'il y a aussi... c'est la vie, en fait. Voilà, il faut le dire. On est au cœur même de la vie. Et puis j'espère que vous serez là le 20. Merci beaucoup. Merci à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Très bonne journée ou très bonne soirée.